Alors Chris, c'est un plaisir de te rencontrer. C'est aussi formidable d'être ici à Schaffhausen. Bienvenue à Schaffhausen, oui. Donc, bienvenue dans le coin nord-est de la Suisse et c'est assez loin de la vallée horlogère suisse. Oui, la plupart des sites de fabrication que nous visitons se trouvent toujours dans la partie suisse romande du pays. Donc, c'est une idée un peu différente, oui, mais c'est très spécifique à l'histoire d'IWC. C'est bien ça? Oui, c'est lié à la base industrielle de la région. Stuttgart et l'industrie automobile allemande sont à 1 heure d'ici, avec une excellente base d'ingénierie. Schaffhausen a longtemps produit des biens industriels, puis des trains et des armes pour l'armée. Toute cette industrie s'y trouve. Donc, quand Jones a traversé l'Atlantique depuis Boston pour fonder IWC, il a vite vu que cet environnement était très favorable aux entrepreneurs, avec de nombreux avantages fiscaux. Créer une entreprise était très avantageux. Je pense que c'est ce qui l'a amené ici, car M. Moser, rencontré en Suisse occidentale, possédait une centrale hydroélectrique sur le Rhin. Grâce à cette énergie, il a construit son bâtiment ici, et c'est ainsi que l'International Watch Company s'est installée dans ce coin du pays. Parlez aussi de la structure, parce que vous avez vraiment participé à la conception de ce nouveau site. Oui, mon parcours est dans la conception d'intérieurs, de boutiques et d'expositions pour IWC. C'était un projet très cool, car une usine dure bien plus longtemps qu'une boutique ou une exposition. Créer en quelque sorte la maison horlogère d'IWC a été un exercice très amusant. Et ce que nous voulions faire ici, c'est, vous pouvez imaginer que notre ancienne installation, notre siège principal, est vraiment coincé entre le Rhin et une vieille ville très historique. Tout est classé, les bâtiments sont protégés au titre du patrimoine. On se retrouve avec ce chaos de bâtiments à plusieurs étages, ce qui n'est pas logique pour l'horlogerie. Ici, nous avions beaucoup d'espace. Nous avons décidé de raconter l'histoire chronologiquement, de la barre brute et la plaque de métal jusqu'au mouvement et boîtier de montre fini. Et c'est vraiment la disposition de cette installation pour que l'on puisse vraiment comprendre comment cette matière première se transforme en une montre finie. Ensuite, détaille ce que nous verrons aujourd'hui pendant la visite. Donc, dans cette installation ici, vous voyez toute notre fabrication de composants. Nous fabriquons plus de 1500 composants de montres différents ici qui entrent dans l'ébauche, qui entrent dans tous les produits assemblés. Et ensuite, nous voyons l'assemblage des montres. Vous voyez la haute horlogerie et la fabrication en ligne de montres pour nos principales références commerciales, les chronographes, les montres automatiques, etc. Puis nous abordons la fabrication des boîtiers. Vous verrez des boîtiers en céramique, cératanium, tous métaux et métaux précieux, ainsi que la décoration, finition et l'artisanat associé. Et enfin, la tempographie des cadrans, puis nous aurons fait le tour. Très bien, c'est ici que tout commence. La fabrication des composants, où nos plus petits éléments sont fraisés, usinés et tournés. Et tout commence vraiment avec, vous savez, de minuscules tiges de quelques millimètres de diamètre. Cela peut être du laiton, de l'acier ou de l'aluminium. Et ensuite, vous pouvez vraiment voir certaines des plus petites pièces, comme ce clip de régulation qui se place sur le spiral. Et voici le dessin technique. Ensuite, si vous regardez la pièce réelle, elle est juste ici, mais en gros, vous pouvez à peine la voir. Regardez certains de ces composants. Ce sont des pièces de l'ordre du micromètre. Nous fabriquons plus de 1500 composants différents. Vous travaillez sans doute sur de grands composants comme des ponts ou des roues, mais aussi sur des détails très fins. Oui, certains mécanismes, comme le calendrier perpétuel, exigent des leviers et engrenages très délicats. C'est là-dessus que ces dames et messieurs se concentrent. Et puis, en ce qui concerne le processus aussi, je suis sûr qu'il y a aussi beaucoup de prototypage qui se fait dans cette installation, dans ce département en particulier. Ici, on prototype et fabrique de petites séries. Pour les grandes séries d'engrenages ou de vis, on ne les produit généralement pas en interne. Nous avons un fabricant d'engrenages externe dans lequel nous avons partiellement investi. Ces fournisseurs produisent les grandes séries de composants, tandis que les petites séries et pièces individuelles sont fabriquées ici. Chris, peux-tu nous en dire plus sur les machines et ce que vous avez ici? Ici, ce sont les machines de fraisage et centres CNC, produisant des composants et effectuant des tâches spécifiques, comme notre nouveau procédé d'usinage de la céramique dure, introduit récemment. Donc ici, on usine sur CNC avec des outils diamantés, des blocs finis de céramique fritée. Donc surtout pour le prototypage de montres en céramique, c'est la manière d'obtenir un prototype en céramique assez rapidement. Maintenant, ces machines CNC, elles sont toutes multi-axes, vous savez, elles travaillent à l'avant, à l'arrière, tout en même temps. Vous voyez ici, par exemple, c'est un bloc de céramique blanche, fritée, déjà traité thermiquement.
Ensuite, vous pouvez utiliser des outils diamantés pour fraiser, finir, usiner et polir des éléments de boîtier comme celui-ci afin d'avoir un aperçu d'une future pièce en céramique. Et même pour arriver à ce stade, lorsque vous avez ce processus de fritage, il faut penser à l'échelle. Parce que je sais que la céramique peut rétrécir de façon très importante, bien au-delà de ce dont vous avez besoin pour un boîtier. Au début, il y a 2 points intéressants ici. Premièrement, aucune des couleurs de céramique, à part le blanc, n'est de la même couleur sous forme de poudre qu'une fois fritée en bloc. Par exemple, Mojave et Woodland sont souvent assez roses. La céramique noire est assez brune sous forme de poudre, puis on la fabrique 1/3 plus grande que le produit final. La poudre encore tendre est comprimée et usinée, puis lorsqu'elle est fritée, elle rétrécit d'environ 1/3 pour atteindre sa forme finale. Donc mathématiquement, c'est assez compliqué. Et ensuite, pour la découpe, il faut utiliser un outil en diamant, parce que c'est vraiment la seule chose assez dure pour la façonner. 1300, car seuls les diamants peuvent le faire. Seuls les diamants peuvent le faire. Et en avançant, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans cette pièce? Donc tout cela, c'est notre usinage CNC. Vous avez l'usinage CNC traditionnel, où vous avez une opération sur une seule face sur votre plaque de métal. Et ensuite, on arrive vraiment à la toute dernière génération de ces centres CNC très spécifiques pour la fabrication de composants. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont 7 de ces centres CNC double face. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il y a essentiellement un processus de chargement entièrement automatisé des plaques de laiton dans la machine CNC. Tous les magasins contiennent plus de 100 outils différents sélectionnables par la machine. Ensuite, elle retourne la platine du mouvement. Ainsi, lors de l'usinage d'un côté, il ne faut pas créer de problème de qualité pour l'autre côté. Donc, ces machines sont capables de retourner la plaque et d'avoir absolument aucune variation lorsqu'elles usinent le verso. Et cela reste l'une des pièces les plus complexes que nous mettons dans une montre. Parce que vous avez toutes les différentes zones usinées, vous les différenciez. Point de pivot que vous devez Les points doivent être précisément placés là où les pierres seront installées. En effectuant cela simultanément des deux côtés, vous garantissez un contrôle qualité total du résultat. Donc ici, nous pouvons voir les différents outils pour la machine CNC. Oui, donc c'est vraiment un magasin de chargement automatique. Il y a plus d'une centaine d'outils différents, de têtes de perçage et de têtes de machine CNC qui sont utilisés dans le processus. Et la machine est vraiment capable, selon ce sur quoi nous travaillons, de choisir le bon outil pour la bonne tâche au bon moment, ce qui rend tout le processus beaucoup plus fluide. Vous pouvez aussi voir ici, c'est essentiellement le chargement automatique des plaques de laiton dans la machine, puis le retrait de toutes les plaques de travail finies qui sont stockées ici afin qu'elles puissent être reconditionnées pour l'étape suivante. Donc, c'est essentiellement l'étape suivante du processus. Quand ces composants usinés finis arrivent ici, ils sont simplement découpés de leur plaque de maintien. Donc, il reste encore la plaque de laiton résiduelle qui maintient la pièce en place. Et voici maintenant le processus de découpe CNC où le métal excédentaire est retiré avant que la pièce ne passe à l'ébavurage, juste de l'autre côté. Nous utilisons des tonneaux rotatifs avec divers agrégats, comme des billes en acier, des pierres ou des coquilles de noix, pour enlever le métal excédentaire. Et à la fin, la pièce passe dans notre spa pour montre ici, qui est une machine à laver très sophistiquée. Ensuite, toute l'huile est retirée et vous obtenez alors une pièce finie, prête pour le sertissage des pierres, qui est l'étape suivante. Pouvez-vous expliquer pourquoi il est si bénéfique de retirer tout ce métal excédentaire dans le mouvement? Oui, surtout pour ces petites pièces, car beaucoup pensent que la finition intervient plus tard, mais dès la machine, pour ces composants, c'est à considérer. Oui, c'est essentiel, car la dernière chose que vous voulez, c'est qu'un microfilament de métal puisse se détacher et finir par encrasser le mouvement avec l'huile. Cela influencerait la chronométrie et la précision. Dès le départ, même à l'œil nu, ces pièces paraissent presque parfaitement réalisées. À l'échelle microscopique, il se passe toujours quelque chose à la surface, comme un excès de métal qu'il faut enlever pour obtenir une pièce précise pour la suite du processus. C'est ici que cela intervient. Donc le sertissage, comme vous le savez peut-être, il y a ces rubis de synthèse, n'est-ce pas, qui servent essentiellement de point d'appui pour toutes les pièces mobiles à l'intérieur d'un mouvement de montre. Ils existent en très petite taille jusqu'à des tailles beaucoup plus grandes. Et ils ont un dessus et un dessous, parce qu'il y a une petite cavité et une fossette sur le dessus où l'huile va finalement se déposer avant que la roue n'interagisse réellement avec la platine, n'est-ce pas? Et toutes ces différentes pierres doivent être serties correctement, à la bonne taille, aux bonnes positions et à la bonne profondeur. Encore une fois, nous avons créé un dispositif et une machine ingénieux pour nous aider.
Et nous pourrions parler de dizaines de rubis dans un seul mouvement, selon la complexité. Chez IWC, vous réalisez de nombreuses grandes complications. Donc tout cela peut être adapté aux besoins de ce mouvement particulier. Donc, tout commence par un processus de tri amusant. Je vais juste ouvrir ça, nous pouvons jeter un coup d'œil. Donc, en gros, vous savez, on a une petite goulotte. Oui, tous les rubis y vont. Ils sont secoués sur cette plaque en caoutchouc. La caméra prend une photo. La lumière verte clignote dans un instant, puis le bras aspirant ramasse chaque rubis bien orienté. Ensuite, il les secoue et reprend une photo. Vous pouvez l'observer. Donc il saura la précision exacte. Il distingue ceux dans le bon sens et les autres, puis les place dans nos chargeurs fabriqués en interne. C'est là que les rubis sont prélevés pour intégrer le mouvement de la montre. Donc certains de ces kits et de ces plateaux pour les rubis, vous les usinez ici, dans le même département. Comme l'a dit Don, tous ces outils sont fabriqués par nos apprentis dans l'atelier d'usinage durant leur apprentissage CNC. Donc, une fois que les magasins sont remplis de rubis, vous avez cette machine que nous avons développée avec notre partenaire en machine, où vous verrez réellement cela à chaque fois. Elle repère sur la platine le rubis nécessaire, choisit le bon selon sa position et pression, puis l'insère. Et ensuite, elle vérifie immédiatement que tout est conforme à 100%. De cette façon, vous vous retrouvez avec tous les rubis posés, un contrôle qualité à 100% avant que nous passions à la décoration. Nous sommes ici à la fabrication du boîtier. Un point particulier, cet aspect courant de la production horlogère est souvent sous-traité. Mais ici, chez IWC, c'est l'une de vos spécialités, grâce à cette capacité à travailler les matériaux que vous avez. Alors, parlez-nous un peu de ce que nous voyons ici. Oui, donc ici, c'est vraiment notre réserve de barres métalliques brutes, où tout commence, du laiton à l'aluminium, en passant par l'acier inoxydable, le bronze, le titane, le cératinium, le platine, l'or blanc, l'or rouge, tout commence ici. Donc, on peut imaginer que tous ces alliages spéciaux arrivent en barres, puis sont découpés. Après la découpe, on usine et fraise pour obtenir la forme brute du boîtier, de la lunette ou du fond. Il est parfois étonnant de comparer le poids de l'acier inoxydable comme celui-ci. Elle m'a fait une remarque pour ça. C'est encore assez lourd, surtout comparé au titane ou au cérétanium. Il y a vraiment une différence de poids marquée qui se ressent vraiment quand tu tiens la barre brute dans la main. C'est bien pour la salle de sport. Ouais. C'est vrai, ouais. Tu peux faire quelques curls pour les biceps. Et puis le cérétanium, bien sûr, qui est complètement unique chez nous. Tu vois, ça ressemble à peu près au titane avant d'être chauffé. Mais à cause des particules céramisées dans l'alliage, une fois que c'est chauffé et cuit, on obtient cette finition vraiment profonde, sombre, gris canon sur le matériau. Quel est le défi avec cet alliage? Parce que je veux dire, tu combines à la fois la partie titane de la composition chimique avec la céramique. J'imagine que même simplement mettre cette tige en forme doit être difficile. Oui, excellente question, nous allons y venir. Le défi principal est d'assurer une répartition homogène de tous les composants de l'alliage dans la tige. Et ce que nous avons découvert, même lors de la fusion et du forgeage, si c'est bien contrôlé, lorsque vous extrudez le métal en différents diamètres, cela réorganise la structure cristalline, la structure du métal et de l'alliage. Au début, nous avons eu de nombreux problèmes d'inclusion et d'effets d'arc-en-ciel une fois chauffé, avec l'apparition de couleurs étranges. Et nous avons découvert qu'il fallait vraiment chauffer tout le matériau pendant l'extrusion. On ne peut pas l'extruder à froid. Et c'est ainsi qu'on parvient à une répartition homogène. Mais c'est toujours de la R&D avant qu'on comprenne ses effets. Tout le monde est un peu perplexe parce qu'on ne sait pas vraiment où ça va pas. Parce que vous avez l'alliage qui est parfait. Vous avez une barre forgée qui est parfaite. Et puis quand vous passez à la cuisson de la pièce, ça fonctionne tout simplement pas. C'est donc toujours un apprentissage itératif pour savoir comment traiter le matériau au final. Vous commencez avec ces barres. Comment sont formés les boîtiers? Cela se passe dans ces grands centres d'usinage à 5 axes, à gauche et à droite ici. En gros, vous introduisez les barres dans cette énorme trancheuse à salami, pour ainsi dire. Vous disposez de tous les outils, ici plus robustes qu'à l'étage où nous fabriquions les composants. Nous travaillons avec des pièces plus grandes et des matériaux plus durs. Et ensuite, toutes les opérations principales de façonnage, de perçage et de fraisage du boîtier sont réalisées ici en une seule fois, avant qu'il ne soit ensuite envoyé pour la finition de surface, la gravure et la décoration. Et encore une fois, je veux aussi vous montrer, vous savez, dans une logique aussi circulaire que possible. Tout le métal excédentaire est compressé en granulés, puis recyclé. Les huiles machines sont recyclées en circuit fermé et nettoyées. L'eau utilisée provient majoritairement du toit, récupérant l'eau de pluie. Vous l'avez vu aujourd'hui, aussi utilisée en fabrication. Nous essayons donc de garder un cycle de production le plus fermé possible.
Et ensuite, vous allez faire fondre cela et le reformer en barre comme celle que nous avons vue au début ici. Le reformer en barre, exactement. Donc le cératanium est vraiment une combinaison des meilleurs éléments du titane avec les meilleures caractéristiques de la céramique, c'est-à-dire la dureté de la surface et la résistance aux rayures. Nous avons utilisé le cératanium dans de nombreuses montres, du simple au double chronographe Top Gun jusqu'à notre time zoner unique avec lunettes. Il suffit d'appuyer pour changer le fuseau horaire à midi. Tout reste parfaitement synchronisé, même en traversant la ligne de changement de date. Vous pouvez avancer ou reculer sans que le mouvement perde une seconde. Calendrier perpétuel Big Pilot avec bracelet tout titane. Et puis mon préféré personnellement, c'est l'amortisseur XPL avec une montre bracelet mécanique qui protège le mouvement contre des forces d'accélération supérieures à 30 000 G, là où nous avons arrêté les tests. Et vous pouvez imaginer, vous savez, si vous portez votre montre bracelet et que vous tapez vraiment fort sur la table, vous allez probablement générer quelque chose comme 1500 G à l'intérieur du boîtier de la montre. Elle supporte 30 000 G, impressionnant. Pourtant, le mouvement a survécu. Je trouve cela fascinant, car lors de l'assemblage, on voit toutes les pièces complexes. Je suis surpris qu'une survive à tout choc. Mais atteindre 30 000 G en la suspendant dans ce ressort BMG et en isolant le mécanisme de remontage par rapport au mouvement, ça a vraiment été une avancée majeure pour nous. D'où viennent certaines de ces innovations? Est-ce lié à des demandes spécifiques en raison de votre connexion à l'aviation et aux environnements extrêmes où vos montres doivent résister? D'où cela provient-il? Le cératanium, par exemple, ce n'est pas quelque chose qu'on décide de créer du jour au lendemain. Oui, d'où vient tout cela? Pourquoi avez-vous ce désir? Le cératanium était un développement interne. Le titane, c'était surtout pour la dureté. La légèreté est là. La céramique reste une question. Il faut toujours adapter la conception du boîtier pour la céramique, à cause du risque qu'une pièce en céramique trop fine puisse se fissurer sous la pression. C'est ça. Nous voulions résoudre ce problème en associant la robustesse du titane aux propriétés de surface de la céramique. C'est ainsi que le cératanium a été développé chez nous. L'amortisseur est né directement des retours de nos pilotes de la marine américaine, parce que nous avons constaté, surtout dans les F-18 Super Hornet, que c'est encore un cockpit mixte analogique numérique et tout est en métal. Donc les montres sont pas mal secouées. Par exemple, quand on regarde les montres utilisées comme accessoires dans Top Gun Maverick, vous savez, nous avions là-bas quelques montres avec un revêtement PVD parce qu'il fallait tout faire très rapidement et elles sont revenues complètement abîmées. Et de ce point de vue d'initié, on voit vraiment à quel point ces instruments doivent survivre à des circonstances extrêmes. C'est à ce moment qu'on a réfléchi à comment mieux protéger le mouvement mécanique contre les chocs, davantage que dans une montre standard. Le cératanium est un procédé unique. Vous avez ce procédé de fusion électromagnétique. Donc, il reste du métal résiduel. Ça ressemble à ça. C'est assez original. Vous voyez aussi cet effet arc-en-ciel dont je parlais à l'intérieur. Ça peut arriver dans le métal. Oui, ensuite, il est forgé dans les montagnes de la région de Berne, en Suisse. Et ensuite, on commence à extruder à partir du processus de forgeage pour obtenir les différents diamètres dont vous avez besoin pour la fabrication de montres, pour les petites pièces comme les couronnes et les poussoirs, pour les cornes de boîtier et les boîtiers eux-mêmes. Ensuite, on l'usine comme le titane. Nous sablons ces composants, puis ils passent ensuite au four pour obtenir le produit fini, ce qui donne cet effet canon de fusil profond par rapport à la pièce brute que vous voyez ici dans ce boîtier de double chronographe. Maintenant que nous avons usiné nos boîtiers bruts et nos fonds de boîtiers bruts, tout repose sur la finition, la décoration et la transformation pour obtenir cet aspect et ce ressenti que vous porterez finalement à votre poignet. Et l'une des innovations clés ici dans tout ce volet de la gravure concerne la gravure au laser. Donc la gravure au laser, si vous savez programmer un laser, est une technologie incroyable pour obtenir de magnifiques facettes lumineuses, tridimensionnelles et des effets gravés. Cette programmation multiniveau garantit que le laser atteint des profondeurs et angles précis, permettant de créer des motifs très complexes. Nos éditions du Nouvel An chinois présentent des dragons à écailles, rendus possibles grâce à la gravure laser, une technologie encore assez récente. Ici, par exemple, vous voyez la gravure du fond des boîtiers Top Gun pour le logo Top Gun qui se trouve sur nos montres Top Gun. Tout cela a été réalisé ici avec la gravure au laser avant que nous passions à l'étape suivante, qui concerne la finition du boîtier, le polissage, le brossage et s'assurer que tous les anglages finaux et tous les accents sont présents. Wow! Et encore une fois, c'est un processus 100% manuel. Donc, il y a littéralement une mémoire musculaire chez les opérateurs très qualifiés qui font cela dans de nombreux cas depuis de nombreuses années. C'est un polissage constant, un brossage, une vérification à la loupe pour garantir la conformité puis la finition de chaque boîtier individuellement.
Ensuite, ils peuvent utiliser des outils en diamant, par exemple pour le polissage, car c'est pour un niveau supérieur. Des outils en diamant, vous allez voir ça dans une minute. Donc vous savez, comme nous travaillons sur de l'acier inoxydable et des matériaux similaires, ce ne sont pas des outils en diamant. Mais ensuite, pour la finition réelle des arêtes et des chanfreins, vous verrez des outils en diamant. Donc vous allez utiliser de plus grandes roues pour les surfaces plus larges qui doivent être polies. Pour ces points précis, il faudra peut-être utiliser des outils en diamant pour cet outil-là. Vous voyez aussi que le monsieur ici utilise un dispositif de maintien spécial qui maintient en fait toutes les surfaces du boîtier et des cornes pendant qu'il doit les usiner. Cela lui donne un accès parfait aux surfaces nécessaires. Et ça, vous savez, maintenant, nous avons un anneau de fond de boîtier, mais cela fonctionne aussi lorsque vous avez des cornes à polir, afin de protéger les flancs de cette corne et de n'aller que sur la partie supérieure que vous souhaitez polir. Donc, il fait le polissage. Il va toujours inspecter après chaque surface. Et tout est une question de ressenti, vous savez. C'est vraiment une mémoire musculaire, ressentir la pression dans vos mains et vos bras. Et c'est quelque chose qui, je trouve, toujours tellement humain. Qu'est-ce qui rend le toucher humain si crucial pour cette étape? Parce que, je veux dire, on pourrait se demander pourquoi des humains interviennent ici avec un matériau aussi complexe. Pourquoi cette étape est-elle importante pour IWC? Ce que je trouve vraiment intéressant dans cette idée, c'est que ces machines analogiques ont une âme et un caractère. Et aucune de ces montres, aucun des mouvements, aucun des boîtiers, aucun des cadrans ne sont vraiment identiques au final. Et je pense qu'en termes de relation, une montre est quelque chose que l'on garde longtemps. Et je pense que nous, vous savez, on aime les choses qui ont du relief et un peu de caractère. Et vous savez, beaucoup d'appareils électroniques sont exactement les mêmes. Vous savez, quand on pense au logiciel, c'est exactement strictement identique quand c'est reproduit. Au final, chaque montre a eu cette touche humaine et chaque montre a son propre caractère, son propre battement de cœur. Par exemple, nous lançons un système d'authentification nommé Hawkeye, qui capture une photo HD d'un mouvement et du cadran d'une montre. Et cela suffit, en examinant plus de 250 points sur un cadran et un mouvement de montre pour pouvoir les distinguer un par un. Vous pourrez ainsi identifier chaque montre visuellement. Donc ici, on regarde à l'intérieur de la corne, ou bien le facettage et le chanfrein, et le bord biseauté juste ici. Il faut donc une roue plus petite pour ces découpes. Oui. Quel type de machine existe-t-il? Ces roues précises permettent d'obtenir des détails comme les bords biseautés. J'ai vu une machine qui tourne, c'est comme une machine Zalas ou quelque chose comme ça. Les roues à brosser, qui te donnent ce très bel effet brossé horizontal sur le boîtier. Tu as des machines plus douces pour polir différents matériaux. Ensuite, on procède à la découpe diamant des matériaux très durs sur les bords biseautés pour obtenir la définition parfaite, celle que tu vois avec les reflets sur ton poignet. Comment se déroule l'inspection et le contrôle qualité du polissage à chaque étape, sachant que la pièce passe entre plusieurs mains? Ça se passe juste là-bas. Regarde ça. Je lis encore dans tes pensées. Génial. Regarde, contrôle de surface. Ici, les dames ont vraiment l'œil. Et vraiment, tu peux le voir en ce moment. Tu sais, elles inspectent à la main chaque pièce de boîtier pour vérifier chaque aspect et s'assurer que tout est conforme ou non. Et tu sais, si besoin, on retravaille. On s'assure que chaque pièce du boîtier est contrôlée à 100% pour la qualité. Au final, on ne souhaite pas avoir un département qualité. Chaque étape de fabrication doit être terminée à 100% avant de passer à la suivante, pour éviter de découvrir un problème à la fin. Il faut désassembler la montre, démonter le mouvement et corriger. Si chaque étape est contrôlée à 100% niveau qualité, la méthode d'assemblage devient bien plus efficace. Quand tu termines un boîtier, en fait, tu enlèves la matière du boîtier. Et si lors de l'inspection, on remarque qu'il y a presque trop de matière enlevée, qu'est-ce qui arrive à ce boîtier? Oui. Est-ce qu'il faut le refondre complètement? Est-ce qu'il faut tout recommencer en gros? Qu'est-ce qui va se passer ici? Parce qu'au début, on parle de quantité de métal tellement petite qu'en général, on n'arrive pas à un point où trop de métal a été enlevé. Oui, dans le service client et les réparations, après des années, il arrive que trop de métal disparaisse. Et puis, c'est incroyable de voir nos orfèvres et nos bijoutiers travailler à la main pour ressouder au laser le matériau sur la pièce du boîtier, puis la repolir et la retravailler. J'ai, il y a quelques semaines, assisté à une nouvelle démonstration d'un de nos bijoutiers. Et quand il répare un trou vraiment profond, il l'a carrément frappé avec un marteau pour en retirer un gros morceau, puis il l'a ressoudé au laser et l'a fini. Je peux pas dire où se trouvait cet endroit. Même si vous le regardez avec une loupe, vous ne pouvez pas le voir. C'est incroyable de voir comment ils arrivent à restaurer. Et puis bien sûr, à un moment donné, si toute la matière a fini par disparaître à force d'être polie, il faudra peut-être remplacer un composant du boîtier. Mais là, on parle de 50, 100 ans plus tard.
Alors Chris, maintenant nous avons l'impression du cadran et aussi, au-delà de ça, l'impression d'autres petites pièces également, que ce soit pour des indications de réserve de marche ou des lunettes extérieures, c'est bien ça? Oui, absolument. Tout cela a vraiment commencé pour nous avec le défi de l'Aqua Acro Timer, parce que vous avez une lunette tournante interne qui est inclinée et c'est très complexe d'appliquer le Super Luminova et la tempographie sur cette forme. Et après avoir été continuellement insatisfaits de la qualité que nous recevions, nous avons commencé à développer cela nous-mêmes et nous sommes devenus en quelque sorte des experts en tempographie. C'est vraiment devenu notre spécialité. Et ici, nous réalisons des pièces vraiment complexes. Par exemple, ces cartes stellaires vont dans cette portugaise sidérale, dont la carte stellaire est personnalisée. Voyez des choses comme le cadran du calendrier éternel, qui est un cadran en verre, avec cette ouverture pour le rouage de 400 ans. Vous avez ces voiles complexes. Celui-ci est un calendrier éternel, mais aussi certaines choses vraiment amusantes et intéressantes. De la série militaire, nous avons l'édition 25 ans des instructeurs Top Gun à Fallon. La montre Top Gun, plusieurs modèles, édition spéciale Vegas comme vous le voyez. Jolie roue de roulette, oui. J'ai dû apprendre que la roulette n'a pas vraiment de numéros rouge et noir alternés, ce qui était un vrai casse-tête pour moi à l'époque. Et aussi quelque chose comme ça. Voici les montres d'équipage de la mission Polaris Dawn de Jared Isaacman avec SpaceX l'année dernière, chacune marquée individuellement avec l'écusson d'équipage Polaris Dawn et le ciel étoilé à l'arrière. Ce sont donc généralement des montres pour le cinéma, par exemple celles que nous faisons ici aussi. Bref, tous ces travaux spéciaux. Pouvez-vous expliquer un peu plus le processus pour la machine? Vous savez, il y a ces tampons qui vont, oui, absorber l'encre. Donc en gros, les tampons seront nettoyés avec quelque chose comme de l'alcool à chaque fois, entre chaque impression. Ensuite, il s'agit simplement de récupérer la peinture ou l'encre. Ensuite, il faut savoir combien de temps et combien de fois vous appuyez à l'endroit choisi, ainsi que comment vous passez du master, qui ici est de forme ovale et non ronde. En se comprimant, il récupère l'encre et la transfère sur la forme, produisant ainsi une impression parfaitement ronde. C'est aussi un apprentissage itératif pour déterminer précisément la force, la durée et le nombre d'impressions nécessaires pour un résultat de peinture satisfaisant. Et puis, quand tu fais cette impression, est-ce que c'est juste pour indication ou bien il y a aussi du Super Luminova qui est appliqué après ou est-ce que c'est appliqué, d'accord? En général, c'est appliqué après, ouais. Tu as aussi un cas intéressant et je crois que cette pièce a disparu, mais il y a la manière dont l'indication digitale des disques affiche les heures et minutes sautantes. Et au début du développement, ce mécanisme se bloquait sans arrêt et on ne comprenait pas pourquoi, jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte que les différents centres de gravité dus au poids des chiffres imprimés rendaient ces disques déséquilibrés. Au final, nous avons utilisé une peinture et une impression plus légères pour éviter un déséquilibre dû à la différence de poids entre le 8 et le 1 lors de la rotation des disques. Ce changement rapide est intéressant. Parfois, la recherche et développement consiste à tester diverses peintures, poids d'impression, pour garantir un composant équilibré, surtout pour une pièce mobile. Vous imprimez aussi sur des matériaux comme le saphir. Oui, sur du saphir ou du verre, en effet. C'est le cas. Vous savez, ici, c'est une impression typique au dos en verre, édition Lewis Hamilton ou édition ANG, ou encore les choses que nous faisons pour Fleury. Et puis, il y en a une dont nous sommes vraiment très fiers, c'est notre impression sur disque lunaire. C'est donc une toute petite pièce. Vous voyez les lunes polies, les petites étoiles et le ciel nocturne parfaitement imprimés entre elles. Ici, on observe la tempographie en action. Donc la première étape, c'est que l'opérateur place correctement le support d'impression dans ce logement. Il faut que ce soit calibré à 100%. Maintenant, la machine va s'auto-calibrer et s'assurer que l'alignement du tampon est à 100%. Maintenant, elle se déplace, prend de la peinture, revient sur le support et réalise un premier passage. Un premier passage, puis un deuxième passage, puis la pièce est imprimée et nous revenons au nettoyage du tampon avant d'insérer la pièce suivante. C'est vraiment ça, l'impression par tampon. Chris, nous sommes maintenant dans les coulisses de l'assemblage des montres chez IWC. L'organisation semble varier, avec plusieurs pièces, et les grandes complications se déroulent ici. Et puis, la production plus standard de vos pièces et mouvements se fait là-bas. C'est bien ça? Oui, absolument. C'est le cœur de l'établissement. C'est une salle blanche de plus de 1000 mètres carrés, des conditions absolument parfaites pour l'assemblage des montres. Et comme vous l'avez mentionné, vous savez, nous travaillons à la fois sur une ligne d'assemblage en équipe, où l'idée, vous savez, pour un chronographe standard et un mouvement automatique, est vraiment de s'assurer que la qualité et le niveau de finition soient aussi constants que possible. Parce que lorsque ces montres passeront plus tard au service après-vente à Dallas, Londres ou Dubaï,
Vous voulez que chaque horloger, chaque pièce de change, tout soit aussi constant que possible. Et donc, l'idée ici est que les horlogers partagent le travail, ils assemblent à différentes stations. Quand des personnes sont malades ou en vacances, vous pouvez en fait compenser cela, les remplacer par quelqu'un d'autre. C'est une approche axée sur le travail d'équipe pour assurer une qualité homogène lors de l'assemblage. La haute horlogerie, à partir des calendriers perpétuels et au-delà, implique un horloger par montre. Vous le constatez aussi lors de l'assemblage. Habituellement, nous assemblons les mouvements ici et les boîtiers en bas, puis ils sont transportés au siège pour finir avec le cadran, les aiguilles et le verre. Vous verrez qu'ici, en haute horlogerie, toute la tête de montre est assemblée, démontée et testée. Ainsi, on obtient une tête de montre complète qui sort du bureau et de l'établi d'un seul horloger. Ainsi, en abordant les calendriers perpétuels et grandes complications, vous obtenez un horloger, une montre. Exactement, oui. Et vous avez aussi à la fois l'assemblage du mouvement de base et l'assemblage ou le mariage, si l'on veut, du module, qui se font tous les deux à la même étape, ce qui garantit qu'il y a vraiment un seul horloger régulateur qui fait tout du début à la fin. Pourrions-nous évoquer la formation horlogère chez IWC? Vous avez lu dans mes pensées. À Schaffhausen et dans votre autre site, vous avez une école liée à cela, n'est-ce pas? C'est bien cela? Oui, c'est notre programme d'apprentissage. Il porte sur l'horlogerie sur 3 ou 4 ans, mais aussi sur l'usinage CNC et le polissage des surfaces. Tous les aspects de la fabrication horlogère. Oui, et cela va même jusqu'aux designers, aux personnes en médias, aux apprentissages en gestion. Donc en Suisse, et surtout ici pour nous, où nous n'avons pas le marché de l'emploi de la vallée de Joux, nous formons vraiment tous nos horlogers ici. Nous accueillons donc entre 8 et 12 horlogers par an. Ils obtiendront leur diplôme après 3 à 4 ans. Quel est le parcours habituel pour accéder à la haute horlogerie depuis cette pièce et combien de temps cela prend-il? Eh bien, cela peut littéralement prendre 10 ans ou plus. Vous savez, on peut commencer sur la chaîne d'assemblage, commencer par des tâches simples d'horlogerie. Ensuite, chacun a une motivation différente pour évoluer à son propre rythme. L'horlogerie est un métier plutôt introverti. C'est pas un domaine où L'horlogerie implique une certaine forme d'isolement. cela demande de la concentration et convient surtout à certains, notamment en haute horlogerie où l'on travaille souvent seul. Ces horlogers travaillent aussi généralement au service client. Dans le service client, réparer des montres signifie recevoir des modèles variés, d'époques différentes et mener le travail à bien de bout en bout. Il faut savoir travailler sur des mécanismes variés. Certains préfèrent cela, tandis que d'autres optent pour un travail répétitif où l'on travaille toujours sur le même mouvement. Quand on regarde certaines de ces grandes complications, pouvez-vous donner une idée de l'ampleur du travail et du temps qu'une personne peut passer à l'un de ces établis? Généralement, pour un calendrier perpétuel, l'assemblage du mouvement de base prend 60 minutes, puis 3 à 4 heures scindèrent pour le module. Et puis, lorsqu'il s'agit de tout assembler, de tester, de démonter et de remonter, cela peut prendre de très nombreuses heures selon le processus de réglage. On peut donc dire qu'il me faut presque une journée pour assembler une montre très compliquée. Après une décennie de formation, beaucoup oublient l'investissement nécessaire pour atteindre ce niveau, pensant seulement au temps passé. Jusqu'à ce point. Cela reflète 45 ans de développement de produits. Ici, vous avez une vue d'ensemble de ce que nous assemblons avec une large gamme de mouvements. Prenez celui-ci. C'est notre mouvement chronographe phare fabriqué par IWC, le calibre 69. Il est utilisé dans les chronographes portugaisaires, les modèles des pilotes, etc. Ensuite, il y a le chronographe Flyback calibre 89 avec roue à colonne. Ce chronographe très robuste est utilisé notamment dans nos montres d'aviation militaire. Il est utilisé dans notre série Yacht Club et possède de nombreuses complications, dont des calendriers perpétuels. Et puis, vous avez notre calibre 59. C'est probablement ce qui se rapproche le plus d'un mouvement de montre de poche. C'est un mouvement à remontage manuel avec une réserve de marche de 8 jours. Vous savez, avec ce mécanisme imposant. Barillet, près de 38 mm de diamètre. Incroyable. Il est plus grand que la plupart des montres. En effet. À l'opposé, il existe de petites montres automatiques haut de gamme avec le calibre 82, utilisées notamment dans la Big Pilot 43 ou la Portuguiser automatique 40. Notre calibre le plus emblématique est ce double barillet à réserve de marche de 7 jours, le calibre 52, issu de la Portuguiser de 2000, puis développé pour porter le premier calendrier perpétuel de Kurt Klaus en 2003. Depuis, il a été continuellement développé et est emblématique pour IWC, servant de base au Big Pilot, à la Portuguiser automatique 42, au calendrier perpétuel et à toutes les grandes complications. Chris, première fois à Schaffhausen, IWC ne t'a pas déçu. Merci de nous avoir accueillis. Ce fut un plaisir de découvrir les coulisses et la création de vos montres. Merci d'être venu, Teddy Baldassare, c'était très sympa.
Et à tous les spectateurs, vous êtes toujours les bienvenus à Schaffhausen. J'aimerais vous faire visiter. Ravi de t'avoir rencontré, Chris. Merci. Merci beaucoup. Merci.